Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International, un décryptage qui revient sur la journée Jeunes chercheurs qui a eu lieu la semaine dernière. Jeudi dernier, le décryptage animé par Sasa portait sur les 4 premières interventions de la journée, organisées à l'Academia Sinica par le Centre français d'études chinoises, CEFC, et l'École française d'Extrême-Orient, FEO, le 11 juin. Cette journée était encadrée par Cora Donnery et Franck Mouillard, les directeurs des antennes de Taipei de ces deux institutions. Aujourd'hui, je vais vous partager des éléments des interventions de l'après-midi qui portent plus sur des thèmes sociaux et culturels. Tout d'abord, Juliette Duléry, chercheuse en postdoctorat à l'Université de Liège, a soutenu en 2023 sa thèse de doctorat sur le protestantisme évangélique et les mobilisations conservatrices à Taïwan, Hong Kong et en Chine. Lors de la journée Jeunes chercheurs, sa présentation s'est centrée sur une recherche de terrain dans une méga-église évangélique conservatrice à Taïwan. Donc pour effectuer ce terrain, dans le cadre de ce postdoctorat actuel, je me suis immergée pendant 2 mois au sein de la méga-église Bread of Life, donc d'avril à juin 2025. Donc l'idée pour moi c'était d'endosser une étiquette de néophyte, donc de personnes intéressées par la foi évangélique pour essayer de mieux comprendre en fait leur pratique du conservatisme. Donc avec l'idée que ces milieux en fait sont très difficiles d'accès aux personnes qui ne sont pas converties. Par exemple, dans le cas de l'église que j'étudie, il y a une distinction très claire entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Donc chaque semaine on participe à un petit groupe, il faut donc déjà être introduite en fait dans ces milieux. Juliette Duléry a ainsi pu observer 3 grandes caractéristiques de ce mouvement évangélique. Donc en premier lieu, l'aspect thérapeutique de la foi, puisque l'Église fournit un soutien émotionnel et financier aux croyants. Donc certains se sont d'ailleurs convertis pour recevoir de l'aide pour traverser une dépression, ou bien pour bénéficier d'une thérapie conjugale, ou encore pour recevoir une aide financière. Tout cela est possible du fait du travail des missionnaires qui, pour grimper dans la hiérarchie, doivent être présents pour les fidèles au quotidien, ce qui est parfois très lourd aussi pour eux. La chercheuse a aussi souligné que les entrepreneurs jouent un rôle majeur dans cette église en fournissant des financements et des bureaux, notamment des grandes entreprises taïwanaises souvent liées au KMT, et des personnalités comme Wang Xiaorong, célèbre fondatrice d'une philanthropie chrétienne qui a financé le mouvement opposé au mariage gay dans les années 2010. Ce qui nous amène au deuxième sujet majeur de cette foi évangélique à Taïwan, qui est le militantisme dit pro-famille, anti-LGBT et anti-genre. L'Église souligne l'importance de la famille, donc il y a aussi des communautés non mixtes pour hommes et pour femmes, par exemple le Full Gospel Businessmen. Il y a aussi l'association Rainbow Crosser qui propose des thérapies de conversion et de détransition, donc pour des jeunes homosexuels, bisexuels ou bien transgenres. Et l'Église fait également pression donc, sur les politiques publiques avec une campagne contre l'avortement dans les années 2000, puis contre le mariage gay surtout en 2019 et plus récemment contre les droits des personnes trans à changer le marqueur de genre sans preuve d'opération chirurgicale. Le résultat de ces campagnes est mitigé, c'est-à-dire qu'ils ont échoué à interdire l'avortement mais la loi exige toujours l'accord du mari. Le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé, mais du fait du soutien de la population au référendum contre le mariage gay qui était organisé par les évangéliques, le mariage a été légalisé à travers une loi spéciale et non par modification du code civil. Et ce mouvement évangélique à Taïwan est en fait lié aussi à des députés chrétiens du KMT, il y a des protestants autochtones, mais aussi de manière plus large à la droite républicaine et au trumpisme aux États-Unis, au mouvement nationaliste chrétien conservateur, mais aussi au mouvement du Front Uni et au Parti communiste chinois. Juliette Duléry a conclu en soulignant que ce mouvement évangélique cherche à augmenter son implication en politique pour influencer tous les espaces, que ce soit l'éducation, les médias, les institutions politiques, les entreprises, et ainsi arriver à étendre son contrôle sur la société en général. Joyce Liang Yu-Chiao, étudiante en master à l'Université nationale centrale à Taïwan, a pris la suite avec une présentation de ses recherches sur les mobilisations de rue à Taïwan dans le mouvement pour la cause des femmes. Contrairement à la France et aux États-Unis, qui ont vu des grandes manifestations avec le mouvement MeToo en 2017, peu de grands mouvements ou de manifestations de rue ont eu lieu à Taïwan. Joyce a repris un schéma qui définit plusieurs pôles d'activités féministes, à savoir le milieu associatif, politique, académique et culturel, et elle a montré que les frontières entre ces pôles sont poreuses, notamment avec l'exemple de la fondation Awakening, qui est une des plus connues et des plus actives à Taïwan, et ce depuis 1982.
Du côté des partis politiques, des groupes de femmes au sein des différents partis encouragent l'augmentation de la participation des femmes en politique, et c'est aussi un point sur lequel a beaucoup travaillé la Fondation Awakening. Le mouvement féministe est aussi bien présent dans le milieu académique avec la mise en place d'études féministes, par où sont aussi passées de nombreuses militantes et membres de la Fondation Awakening. Et en ce qui concerne le milieu culturel, il y a des expositions, des festivals de films, le musée Hama notamment qui retrace la vie des esclaves sexuels utilisés par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit qu'il y a bien des passerelles entre les différents pôles associatifs, politiques, académiques et culturels. Joyce Liang a aussi constaté qu'il y a eu peu de manifestations de rue lors du mouvement MeToo à Taïwan il y a 2 ans, probablement du fait de l'établissement rapide d'une loi de protection et aussi de la diversité des groupes, des objectifs qu'ont chaque groupe et du peu de collaboration qu'il y a entre les groupes. La Fondation Awakening, par exemple, n'avait pas fait appel aux foules pour manifester dans la rue à ce moment-là. Selon Laure Breheny, la nature très hétérogène de l'espace à cause des femmes rend difficile pour cet espace de disposer d'un mécanisme solide pour attirer toutes les actrices concernées. Cependant, parce que les actrices de cet espace sont multi-positionnées et parce qu'il existe certains mécanismes de convergence dans cet espace, les groupes de femmes et les actrices peuvent se rassembler à travers leurs préoccupations communes pour la cause des femmes. Même si la manifestation de rue n'est plus une forme de mobilisation aussi commune ou active qu'elle l'était dans les années 1990 sur les questions féminines, cela ne signifie pas que les groupes de femmes sont complètement cessés de s'engager à travers la mobilisation de manifestations de rue. Au lieu de cela, ces groupes choisissent d'élargir la gamme des questions sur lesquelles elles se concentrent leur organisation principale et de s'associer à d'autres groupes de défense des droits humains ou syndicats qui disposent d'une base de mobilisation pour mener à bien leur mouvement de ces manières. C'est pourquoi nous pouvons encore observer la participation de groupes de femmes à des manifestations sur des thèmes tels que les revendications concernant le droit du travail et la protection de l'environnement. Après une petite pause, la dernière session a été consacrée à la bande dessinée et au manga taïwanais. Apolline Dambrin, étudiante à l'Université nationale Chung Ang à Tainan, au département d'études taïwanaises, a donc présenté sa recherche sur le T-manga en France. Elle a commencé par présenter ce qu'elle appelle le T-manga, c'est-à-dire le manga taïwanais, pour le différencier des manhwa qui sont plus associés à la Chine. Le manga en France représente 20% du marché littéraire en comptant les traductions, mais comme les mangas ont une grande diversité de styles et d'usages, par exemple de couleurs ou bien de noir et blanc, ça fait qu'ils sont souvent classés par catégorie plus que par pays, et donc les mangas taïwanais sont cachés parmi ceux d'autres pays. La recherche d'Apolline Dambrin porte sur la présentation de Taïwan à travers les mangas, c'est-à-dire les éléments associés à un pays symboliques qui arrivent à faire référence à quelque chose de reconnaissable. Donc ça peut être des vêtements, des attitudes sociales, de la nourriture, du mobilier urbain, etc. Elle explique sa problématique. Comment est-ce que vous, en tant que lecteur, quand vous ouvrez un manga, vous êtes capable de me dire si c'est un manga ou si c'est un petit manga en fait? Est-ce que vous êtes capable de repérer ces éléments et si vous les repérez ou si vous les repérez pas, comment est-ce que ça construit votre imaginaire de Taïwan? C'est ça un peu mon idée de thèse. Dans la diversité, est-ce qu'on ne trouve pas, entre guillemets, l'essence de ce qu'est Taïwan? Donc comment est-ce qu'on peut se créer une image d'un pays que peut-être on n'a jamais visité? Et dans les représentations, en fait, qu'est-ce qui va être important? Qu'est-ce qui va filtrer des pages à notre cerveau? Et comment est-ce que nos cerveaux mis tout ensemble vont se figurer l'essence d'un pays? Apolline Dambrin a retracé rapidement l'histoire de la bande dessinée à Taïwan, donc à partir du XXe siècle avec l'influence japonaise, les vagues de censure par le KMT contre la culture japonaise remplacée par une Chine imaginée ensuite entre les années 45 et 70 avec une sinisation de la bande dessinée qui était assez mal vue, elle avait une mauvaise image socialement. Et donc, elle s'est développée d'une part de manière souterraine et d'autre part de façon plutôt au service de la propagande d'État. C'est à partir des années 2000 qu'il y a une forme de réappropriation du média qui est plus ouvert, plus accepté socialement et que les mangas évoquent des questions comme « c'est quoi le fait d'être taïwanais ?» Donc ces dernières années, le gouvernement, à travers l'agence Taika,
Taiwan Creative Content Agency soutient aussi la production et la traduction des mangas taïwanais. Et en ce qui concerne la traduction de ces mangas en français, eh bien, il n'y en a pas encore énormément. Parmi les thèmes qu'on retrouve plutôt, c'est soit des mangas historiques, comme par exemple le Koshinga Z, le Fils de Taïwan, ou bien des thèmes plutôt en lien avec la vie quotidienne ou la culture, comme Funeral Concerto, qui est une explication des rites funéraires à Taïwan. Il y a aussi des thèmes LGBTQ+, ou bien fantastiques aussi, avec par exemple le yen. Une autre question que s'est posée Apolline Dambrine, c'est comment est-ce que les éditeurs français choisissent les mangas taïwanais? Quels sont les critères de sélection? Et donc à cette question, Pierre Serry, fondateur de Kotoji, donc une maison d'édition qui est depuis devenue label Asian District, puisqu'il n'y a pas que des mangas japonais qui sont édités, mais aussi de Taïwan, de Chine ou de Hong Kong. Et donc Pierre Serry dit avoir comme critère que le style soit reconnaissable, que ce soit une série courte, donc un critère de longueur, et de format qui doit être un format standard de manga. Et puis, il doit aussi lui-même apprécier l'œuvre pour avoir envie de l'éditer. Après, chaque maison d'édition peut avoir des critères différents, mais ça donne un petit peu une idée. C'est un marché qui est encore jeune et qui se développe. Et donc, selon Apolline, il y a besoin de multiplier les représentations de Taïwan pour pouvoir en avoir une compréhension plus fine, plus détaillée, même s'il est difficile de prévoir l'impact futur de cette industrie à Taïwan et à l'étranger. On peut remarquer aussi que les auteurs taïwanais et taïwanaises publient aussi en ligne, ce qui donne accès directement à une audience internationale, même si ça tend aussi à les invisibiliser, puisque les lecteurs ne sont pas toujours conscients d'où viennent les mangas lus en ligne, si ce sont des mangas taïwanais ou bien d'autres pays. Et pour clore la journée tout en restant dans le thème des bandes dessinées, Bérangère Durchon, qui est en 2e année de thèse à l'EHESS, l'école de hautes études en sciences sociales, a évoqué les pratiques artistiques et communautaires de la bande dessinée lesbienne à Taïwan. C'est un genre qui en chinois est appelé baihe, c'est-à-dire littéralement lys blanc, un terme qui vient du japonais yuri, et qui désigne tout un ensemble de bandes dessinées qu'on pourrait répartir selon 2 axes. D'une part, un axe qui va du platonique au plus romantique jusqu'à l'érotique, voire pornographique, et d'autre part, un axe qui va du réaliste au fantastique, à l'imaginaire. Pour revenir sur l'histoire du développement de la bande dessinée lesbienne, eh bien, ça a commencé avec la libéralisation et la démocratisation de Taïwan, donc à la fin des années 80, début 90. Et en fait, 1 an après les premières élections au suffrage universel à Taïwan, en 1997, sort la bande dessinée I'll Be Your Paradise, une histoire d'amour entre 2 jeunes femmes. I'll Be Your Paradise est une histoire basée sur un fait divers, un double suicide de 2 lycéennes, et il y avait des rumeurs qu'elles étaient en couple ou amoureuses. Et donc dans le livre, eh bien, une des 2 jeunes femmes survit, et sur une des dernières images de la bande dessinée, donc la protagoniste a grandi, et elle voit depuis une voiture une manifestation pour le mariage pour tous dans la rue. Cette BD, qui date donc de 1997, se projetait vers un futur imaginé, puisque le mariage pour tous a été légalisé en 2019. Sur le site internet de Taika, donc l'organisme gouvernemental taïwanais qui promeut la culture taïwanaise à l'étranger, y compris les BD, eh bien, la page en français indique dès ses premières lignes que Taïwan est un pays démocratique, le premier à avoir légalisé le mariage pour tous en Asie. Et donc ça montre comment Taïwan choisit de se présenter au monde, ou en tout cas pour la France, en mettant les droits LGBT en avant, un peu comme une carte de visite. Ensuite, la production des bandes dessinées lesbiennes a surtout augmenté à partir des années 2010-2015. En 2019, un prix a été décerné avec Monday Recover pour Pink Ribbon, une bande dessinée qui parle de tolérance entre les différentes sexualités et différentes formes d'amour. Et pourtant, Bérangère Durchon note que ça reste un sujet qui est extrêmement sous-étudié. Je vous présente un peu ma problématique pour le moment, où j'essaie de faire rentrer beaucoup de choses. J'essaie d'introduire à la fois la question de la spécificité du médium de la bande dessinée, de ce genre païre ou du lesbianisme et quelle relation il y a entre les deux et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis aussi, voilà, est-ce que c'est de la culture populaire, de la contre-culture? Est-ce qu'il y a une contestation des normes de sexualité, de genre, ou est-ce que c'est plutôt consensuel? Et puis, qu'est-ce qu'elles occupent comme place dans les évolutions sociales et culturelles de Taïwan? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles reflètent? Et aussi, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact? Ça, c'est une question qui reste ouverte.
Bérengère a continué à présenter donc ses sources et son corpus avec d'une part la littérature autour de ce sujet, donc sur l'histoire de la BD taïwanaise, l'influence du Japon, des mangas boys love notamment, mais aussi les BD lesbiennes dans le cadre de la littérature, voire le cinéma ou les animés lesbiens taïwanais aussi. En ce qui concerne le corpus de bande dessinée étudié, Bérengère avait amené quelques piles de livres pour que le public puisse se faire une idée et feuilleter aussi ces bandes dessinées, comme par exemple Blossom, qui présente l'histoire d'un couple lesbien, mais il y a aussi un personnage transgenre et non-binaire qui apparaît dedans. Et puis, après, les bandes dessinées physiques ne sont pas tout, puisqu'il y a aussi une production importante en ligne sur des plateformes numériques, avec des titres comme Les sorcières de Beito, qui ont près de 8 millions de vues sur Webtoon, donc une plateforme coréenne de bandes dessinées en ligne. Il y en a aussi qui sont adaptés au cinéma, en séries télévision, et puis il y a toutes des productions dérivées en lien avec le fandom, donc l'univers des fans de ces bandes dessinées. Dans le temps de discussion qui a suivi cette présentation, la question de la représentation des corps féminins et lesbiens a été soulevée, puisque ce sont des corps qui sont aussi souvent très stéréotypés, minces, épilés, avec des gros seins, etc. Et puis une question aussi sur les rôles des genres, qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité, et comment est-ce que ces rôles sont repris ou questionnés dans ces récits. Autant de questions qui méritent de s'y pencher pendant la suite de la thèse de Bérengère Durchon. Cette journée jeunes chercheurs s'est conclue avec une discussion et un partage d'informations au sujet des bourses existantes, des échanges et coopérations universitaires, mais aussi des opportunités de publication d'articles académiques pour les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses qui ont présenté leurs travaux dans la journée, mais aussi celles et ceux qui étaient dans le public, puisqu'il y avait entre 30 et 40 personnes qui ont participé à cette journée jeunes chercheurs. Je le rappelle, donc organisée par le CEFC et l'EFEO, le Centre français d'études chinoises et l'École française d'Extrême-Orient. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.